Il y a des moments où le monde devient une tempête inarrêtable. Tout bouge, tout presse, tout exige quelque chose de toi. Des opinions, des critiques, des attentes. Des gens qui courent après des objectifs vides, qui perdent le contrôle pour n'importe quel problème, et toi au milieu de tout ce bruit, sentant que tu te noies dans ton propre esprit. Mais écoute bien ceci, car tout le monde n'a pas le courage de le dire comme il est. Si tu n'entraînes pas ton esprit, si tu ne formes pas ton caractère, si tu ne prends pas le contrôle de tes émotions, tu seras emporté par le chaos. Tu vas réagir à tout. Tu seras affecté par ce que n'importe qui dit, et chaque obstacle, aussi minime soit-il, va te détruire. Ce n'est pas vivre, c'est survivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. Veux-tu la tranquillité? Veux-tu la clarté? Veux-tu rester ferme pendant que tout autour de toi s'effondre? Alors arrête d'attendre que le monde se calme. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de s'entraîner. Le calme n'est pas un cadeau. C'est une décision, c'est une discipline, c'est un muscle mental qui se construit chaque fois que tu maîtrises une pensée, que tu comprends une émotion, que tu choisis de ne pas suivre une impulsion. Les stoïciens l'ont compris. Les personnes vraiment sages aussi. Il ne s'agissait pas de paraître fort, il s'agissait d'être fort, de l'intérieur. Sans dépendre de l'approbation des autres, sans avoir besoin de validation, sans avoir peur de rester silencieux. Et c'est exactement ce que nous allons construire ici. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de belles phrases. C'est pour ceux qui sont prêts à vraiment changer, pour laisser les excuses de côté, pour prendre une responsabilité totale, parce que l'entraînement de l'esprit est une bataille interne. Et si tu réussis à la gagner, le monde ne peut plus te toucher. Nous allons voir 8 principes clairs, pratiques et réels pour construire ce calme stoïcien. Non pas pour quand tout est en paix, mais pour quand tout s'effondre. Parce que là, au milieu du chaos, c'est là que tu te révèles. Et si tu appliques ce que tu vas entendre, tu vas arrêter de réagir comme une victime et commencer à répondre comme quelqu'un qui a décidé de vivre avec force et de l'intérieur. 1. Briser l'addiction aux applaudissements. Vivre en attendant l'approbation est comme marcher avec une corde invisible attachée au cou. Chaque compliment te donne un peu d'air, mais chaque critique t'étrangle. Et le pire de tout, c'est que cette corde n'a été mise par personne d'autre. Tu la tiens de tes propres mains. Chaque fois que tu cherches la validation, chaque fois que tu as besoin d'être vu pour te sentir suffisant, chaque fois que tu dépends des applaudissements pour savoir si ce que tu fais en vaut la peine. On ne vit pas ainsi, on survit ainsi, enchaîné à l'opinion des autres. Rompre avec cette addiction n'est pas un acte symbolique, c'est une guerre mentale. Et comme toute guerre interne, elle nécessite une brutalité sincère, parce que lorsque ton estime de toi est construite sur les réactions des autres, peu importe combien de succès tu obtiens, tu auras toujours l'impression que tu as besoin de plus. Plus de likes, plus d'attention, plus de reconnaissance. Et quand tu ne le recevras pas, parce que tôt ou tard cela arrive, tu tomberas dans le vide. Ce vide où tu te demandes si tu fais quelque chose de mal, alors qu'en réalité la seule erreur a été de donner ta valeur aux mains des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté commence lorsque nous cessons de vivre pour impressionner. Lorsque nous cessons d'avoir besoin d'approbation pour agir avec intégrité. Tu n'as pas besoin d'une foule applaudissant chaque pas que tu fais. Tu as besoin d'une conscience tranquille, d'une direction claire, d'une raison solide qui vient de l'intérieur. Si tu fais ce qui est juste, si tu donnes le meilleur de toi-même, si tu es sur le chemin que tu as choisi avec conviction, tu ne devrais pas avoir besoin que quelqu'un le célèbre. Entraîner l'esprit à rester calme signifie également cesser d'être l'esclave du jugement externe. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou froid. Il s'agit de ne pas laisser l'acceptation ou le rejet contrôler ton état émotionnel. Le jour où tu pourras prendre une décision difficile, faire ce qui est juste, être toi-même et ne pas te soucier de savoir si cela plaît ou non aux autres, ce jour-là tu commenceras à être libre. La psychologie le soutient. Lorsque nous vivons en fonction du renforcement externe, le système de récompense du cerveau devient dépendant de la stimulation sociale. Et cela crée un schéma de comportement addictif.
Littéralement, ton cerveau commence à demander de l'approbation comme un toxicomane demande sa dose. C'est une dépendance émotionnelle qui sabote ta paix. C'est pourquoi rompre avec elle n'est pas seulement un acte de force, c'est une nécessité si tu veux garder l'esprit clair au milieu du bruit. Tu ne trouveras pas de véritable calme tant que tu continueras à mesurer ta valeur en likes, en faux sourires, en paroles qui changent avec le vent. Le calme naît lorsque tu décides que ton identité n'est pas négociable, que ce que tu fais n'a pas besoin d'applaudissements pour avoir un sens, que ton but ne dépend pas de qui te voit, mais de pourquoi tu le fais. Et oui, ça va faire mal au début, parce que rompre une addiction fait toujours mal. Tu vas ressentir du vide, du doute, voire de la solitude. Mais c'est là que tu commences à construire quelque chose de réel. C'est là que l'esprit se renforce. C'est là que tu deviens quelqu'un qui agit par principe, pas par approbation. Rompre l'addiction aux applaudissements, c'est arrêter de vivre de l'extérieur vers l'intérieur et commencer à construire à partir de l'intérieur. C'est une déclaration d'indépendance, c'est te regarder dans le miroir et décider que tu es suffisant même si personne ne le dit. Parce que le calme, le véritable calme, ne naît pas du bruit que tu génères chez les autres, mais du silence que tu atteins en toi. 2. Mesure ta journée par ta vérité, pas par les réactions des autres. Vivre en fonction des réactions des autres, c'est comme marcher avec un miroir pendu au cou en attendant que les visages des autres définissent qui tu es. Tu observes leurs gestes, leur approbation ou leur silence, et avec cela, tu décides si c'était une bonne journée ou un échec. Mais ce miroir ne te montre pas ton reflet. Il te montre une version déformée créée par les attentes des autres, les humeurs des autres, des jugements que tu ne contrôles ni ne comprends. Et tant que tu continueras à mesurer ta valeur avec ce miroir brisé, tu finiras par oublier ce qui est le plus important, qui tu es vraiment. Nous l'avons tous fait. Tu postes quelque chose avec enthousiasme, tu donnes ton opinion avec sincérité, tu fais un travail avec dévouement, et immédiatement, tu attends une réaction, un commentaire, un applaudissement, un regard d'approbation. Et si cela n'arrive pas, s'il y a de l'indifférence, des critiques ou simplement du silence, tu t'écroules intérieurement. Comme si ce geste extérieur avait le pouvoir de définir si cela en valait la peine. Mais la vérité est que vivre ainsi, c'est renoncer à soi-même. C'est donner aux autres le contrôle sur ta paix, ta motivation et ton estime de soi. Les stoïciens l'avaient bien compris. La seule chose qui t'appartient, c'est ton intention, ton action, ta vérité. Ce que les autres pensent, comment ils réagissent ou s'ils comprennent, cela ne dépend pas de toi. Épictète disait que tu ne devrais pas aspirer à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais à vouloir les choses telles qu'elles se passent. Et cela s'applique aussi aux réactions. Si tu as agi selon ta vérité, avec conscience, avec un but, alors le résultat est accompli. Le reste n'est que bruit. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour avancer, pour vivre avec intégrité, pour donner le meilleur de toi-même même quand personne ne le remarque. Parce que le jour où tu commenceras à mesurer ta vie par ce que tu fais et non par ce que tu provoques chez les autres, ce jour-là, tu commenceras à retrouver ta liberté mentale. Tu cesseras de vivre comme un acteur attendant l'ovation et tu deviendras quelqu'un qui agit par conviction, non pour l'applaudissement. De la psychologie, nous savons que dépendre du renforcement externe crée une image de soi fragile. Lorsque les émotions et l'identité sont construites sur des stimuli que tu ne contrôles pas, ta stabilité émotionnelle devient instable. Elle change avec le climat social, avec les algorithmes, avec l'attention des autres. Mais lorsque tu mesures ta journée par ton effort, ta vérité et ton progrès réel, tu construis quelque chose de solide, quelque chose qui t'appartient, et c'est la base d'un esprit fort. Tu auras des jours où tu feras ce qui est juste et personne ne dira rien. Des jours où tu avanceras et personne ne le remarquera. Des jours où tu diras la vérité et on te jugera. Et tu sais quoi? C'est bien. Parce que tu n'es pas ici pour recevoir des médailles. Tu es ici pour rester ferme dans ce que tu crois, dans ce que tu fais, dans ce que tu es.
même si le monde regarde ailleurs. Entraîner l'esprit à la tranquillité signifie aussi arrêter de mendier des réactions. Tu n'as pas besoin de likes pour confirmer ton but. Tu n'as pas besoin de faux sourires pour valider tes décisions. Tu as besoin de savoir que tu as fait ce que tu devais faire, que tu as été fidèle à ta vérité, que tu as terminé la journée en pouvant te regarder avec respect, même si personne d'autre ne t'a regardé. Arrête de porter le miroir des autres, brise ce besoin de te refléter dans l'opinion des autres, et commence à construire une vie où la valeur de chaque jour est définie par toi, pas par l'écho que tu crées à l'extérieur, parce que cet écho est éphémère, mais ta vérité bien vécue, celle-ci reste avec toi pour toujours. 3. Lâche ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher au contrôle est comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et pourtant, nous continuons à insister. Nous sommes obsédés par le contrôle des résultats, des personnes, des opinions, des temps, même du destin. Nous voulons avoir la certitude de tout, gérer chaque variable, forcer les choses à se passer comme nous l'imaginons. Et dans cette lutte absurde contre l'incontrôlable, nous nous épuisons, nous nous frustrons et nous nous perdons. La vérité, même si elle fait mal, est simple. Tu n'as pas autant de contrôle que tu le penses. La plupart de ce qui te préoccupe est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler ce que ressentent les autres, ni ce qu'ils disent, ni la direction exacte de chaque chose que tu commences. Tu peux faire de ton mieux, mais tu ne peux pas garantir le résultat. Tu peux aimer, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu peux prendre soin de ta santé, mais tu ne peux pas éviter chaque maladie. Et si tu n'acceptes pas cela, tu vas vivre avec une anxiété chronique. Car essayer de contrôler l'incontrôlable est la recette parfaite pour la souffrance. Les stoïciens ont été implacables sur ce point. Épictète l'a résumé ainsi. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Ton attention doit se porter sur le premier et lâcher fermement le second. Non pas par résignation, mais par intelligence. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit de cesser de gaspiller ton énergie dans des batailles perdues avant de commencer. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler ce qui n'est pas à toi, tu reprends le contrôle de toi-même. Et c'est là que commence le véritable calme. La psychologie le confirme également. Les personnes qui développent un locus de contrôle interne, c'est-à-dire qui concentrent leur attention sur ce qu'elles peuvent faire, ont des niveaux de bien-être émotionnel plus élevés, une plus grande résilience et moins d'anxiété. En revanche, ceux qui sont pris au piège dans l'illusion de contrôler l'extérieur deviennent dépendants, volatiles, fragiles face à tout changement inattendu. On t'a dit que le contrôle est le pouvoir? C'est un mensonge. Le véritable pouvoir est de savoir lâcher prise. C'est pouvoir dire « j'ai fait ce qui me correspondait, le reste n'est pas à moi » et marcher la tête haute même si les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. C'est cela la force mentale, c'est cela la maturité émotionnelle, c'est cela l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas ce que tu arrives à contrôler qui te définit, c'est la façon dont tu réagis quand tout échappe. Beaucoup vivent comme si le monde leur devait quelque chose, comme si tout devait s'aligner sur leurs désirs, et quand cela n'arrive pas, ils s'amérissent, blâment, se victimisent. Mais cette attitude est un poison. Personne ne te doit un résultat parfait, personne ne te doit de la compréhension, personne ne doit répondre à tes attentes. Le seul engagement que tu as est envers toi-même, faire ce qui est juste, agir avec intégrité, continuer à grandir. Le reste, lâche-le. Entraîner ton esprit, c'est aussi apprendre à fermer des cycles sans ressentiment, à accepter des pertes sans drame, à continuer sans porter ce que tu ne peux pas changer. C'est une pratique quotidienne. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux faire, tu libères ton esprit du poids inutile de l'impossible. Lâche. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Non pas par fatigue, mais par clarté. Lâche ce qui n'a jamais été entre tes mains, car tant que tu continues à serrer le poing, tu ne pourras pas tenir ce qui compte vraiment.
Le calme n'arrive pas quand tu contrôles tout. Il arrive quand tu décides que tu n'as pas besoin de le faire. Et là, juste là, c'est quand tu deviens vraiment libre. 4. Deviens l'œil du cyclone. Au milieu d'un cyclone, il y a un point précis où tout est calme. Il n'y a pas de vent, pas de bruit, pas de chaos. Cet endroit s'appelle l'œil du cyclone. Et bien que tout autour tourne avec fureur, ce centre reste ferme, serein, intact. Ce n'est pas parce que le chaos n'existe pas. C'est parce qu'à l'intérieur de cet espace, il y a une force silencieuse qui ne se laisse pas emporter. Devenir l'œil du cyclone ne signifie pas ignorer le chaos. Cela signifie devenir plus fort que lui. C'est ainsi que tu devrais entraîner ton esprit. Non pas pour échapper au monde, mais pour rester calme à l'intérieur de lui. Parce que le chaos ne va pas disparaître. Les problèmes vont arriver. Les pertes vont faire mal. Les critiques, les trahisons, les injustices, tout cela fait partie du chemin. Mais si tu réagis à chaque tempête avec désespoir, tu te perds dedans. Et si tu laisses le bruit extérieur envahir ta paix intérieure, alors tu ne vis plus, tu survis en état d'alerte constante. Les stoïciens disaient que ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est la clé. Les émotions viennent, mais tu décides si elles t'emportent ou si tu les observes sans les laisser prendre le contrôle. L'esprit calme n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ressent et agit quand même avec clarté. Et cela ne se réalise pas avec de belles phrases, cela se réalise avec une pratique quotidienne, une auto-réflexion constante, une discipline interne. La psychologie moderne parle du concept de régulation émotionnelle. La capacité d'identifier ce que tu ressens, de le nommer et de ne pas agir immédiatement. C'est l'opposé de la réactivité. C'est la capacité de rester en contrôle, même quand tout semble perdu. Et cela ne signifie pas réprimer, cela signifie traiter. Ce n'est pas nier la tempête, c'est construire un refuge en toi qui ne se brise pas au premier coup. Tu dois arrêter de dépendre de l'ordre des choses pour te sentir bien. Parce que si ton calme dépend de l'environnement, tu es perdu. Tu vas t'effondrer chaque fois que le monde devient hostile. Chaque fois que quelqu'un te traite mal, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Entraîner ton esprit, c'est te préparer pour ces moments, pour que quand ils arrivent, ils ne te sortent pas de ton centre, pour que tu puisses regarder le chaos dans les yeux et rester ferme. Et non, ce n'est pas facile. Tu vas échouer de nombreuses fois, tu vas exploser, tu vas réagir, tu vas perdre patience. Mais chaque fois que tu prends conscience de cela et que tu choisis de répondre avec calme au lieu d'impulsion, tu renforces ce centre. Tu construis ton propre œil du cyclone. Et petit à petit, tu vas remarquer que tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir bien, que tu peux traverser le chaos sans qu'il te brise de l'intérieur. Être l'œil du cyclone, c'est être inébranlable. Non pas parce que rien ne t'affecte, mais parce que rien ne te domine. C'est agir avec clarté quand les autres sont aveuglés par la colère. C'est garder le cap quand tout bouge. C'est penser avec précision quand le monde ne fait que crier. Il ne s'agit pas de paraître fort, il s'agit de l'être, de l'intérieur. Et si tu t'entraînes tous les jours, tu découvriras que le calme, le vrai calme, n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit. 5. Entraîne ta tranquillité avant d'en avoir besoin. Attendre que le chaos arrive pour chercher la tranquillité est comme essayer de construire un parachute alors que tu es déjà en train de tomber. Il est trop tard, c'est désespéré. Et il est fort probable que tu t'écrases. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils n'entraînent pas leur esprit, ne renforcent pas leur tempérament, ne se préparent pas au coup. Ils ne réagissent que lorsque le problème est déjà là. Mais quand la crise arrive, si tu n'as pas d'outils internes, la seule chose que tu peux faire est de couler. La tranquillité n'est pas quelque chose qui apparaît miraculeusement quand tu en as le plus besoin. C'est une compétence, c'est un réflexe entraîné. Et si tu ne la cultives pas avant, tu ne l'auras pas quand tout s'effondrera. C'est pourquoi il est si important de la pratiquer pendant les jours tranquilles. Parce que c'est là que se forme le muscle mental. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine enfermé, mais d'utiliser la vie quotidienne comme une salle de sport émotionnelle.
Chaque petit problème, chaque attente, chaque conversation inconfortable est une opportunité pour entraîner ta capacité à rester serein. Les stoïciens pratiquaient cela constamment. Ils s'exposaient volontairement à l'inconfort. Ils dormaient sur le sol, jeûnaient, s'imaginaient tout perdre, non pas par masochisme, mais par force mentale. Parce qu'ils savaient que s'ils pouvaient maintenir leur paix, même dans la pénurie, dans l'incertitude ou dans la critique, alors quand la vie les mettrait à l'épreuve, ils seraient déjà prêts. Et c'est ce dont tu as aussi besoin. Un entraînement silencieux, constant, interne. De la psychologie, nous savons que le système nerveux apprend par répétition. Si tu entraînes ta réponse aux stimuli stressants, peu à peu ton corps et ton esprit cesseront de réagir avec panique. Il ne s'agit pas d'éliminer le stress, mais de l'affronter si souvent avec conscience qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et cela se fait par de petits actes quotidiens. Respirer avant de parler, t'arrêter avant de réagir, observer avant de supposer. Tu ne peux pas compter sur ta version faible pour des moments forts. Tu dois construire chaque jour une version de toi qui sait rester ferme quand tout vacille. Et cela n'arrive qu'avec la pratique. Tu ne t'entraînes pas seulement quand tu es au sol, tu t'entraînes pour éviter d'y arriver. Parce que quand le coup viendra, et il viendra, ce qui fera la différence n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu as incorporé, ce que tu as déjà pratiqué, ce qui est devenu une partie de toi. Les gens cherchent des outils quand ils sont déjà brisés, mais tu peux commencer avant. Tu peux créer des routines qui renforcent ton esprit. Tu peux bien manger, bien dormir, te parler avec respect, t'éloigner du bruit inutile, méditer, écrire, réfléchir, faire ce qui est nécessaire pour construire une base solide. Parce que si tu attends d'avoir un incendie pour apprendre à respirer, tu vas t'étouffer dans la fumée. Entraîner la tranquillité avant d'en avoir besoin, c'est te préparer comme un guerrier en temps de paix. C'est assumer que la vie ne va pas s'adoucir pour toi, que le monde va continuer à être chaotique, mais que tu peux changer. Tu peux devenir plus fort, plus clair, plus conscient. Et cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de peur ou de colère. Cela signifie que tu ne vas pas agir à partir de là, que tu auras le pouvoir de choisir comment répondre. N'attends pas que tout explose pour commencer à prendre soin de ton esprit. Commence maintenant, parce que quand tu en auras le plus besoin, tu n'auras pas le temps d'apprendre. Tu agiras avec ce que tu as déjà construit. Et si tu as entraîné ta tranquillité, alors tu pourras te tenir au milieu du feu sans te brûler de l'intérieur. 6. Protège ton énergie comme si c'était de l'or. Ton énergie est comme un dépôt d'or que tu portes en toi. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, il ne brille pas de l'extérieur, mais il soutient tout ce que tu fais. Chaque pensée, chaque décision, chaque action, chaque réaction, tout dépend de la quantité d'énergie mentale et émotionnelle que tu as à ta disposition. Et pourtant, la plupart des gens la donnent comme si elle ne valait rien. Ils la gaspillent dans des discussions inutiles, des soucis imaginaires, des réseaux sociaux sans but, des personnes qui ne font que soustraire. Et quand vient le moment de faire face à quelque chose d'important, ils sont vides, sans concentration, sans force, sans clarté. Tu dois comprendre ceci une fois pour toutes. Tu ne peux pas être là pour tout et pour tout le monde. Tu ne peux pas résoudre la vie des autres pendant que la tienne s'effondre de l'intérieur. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi te sortir de ton centre. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. C'est savoir que tu ne peux pas donner le meilleur de toi si tu es épuisé. C'est reconnaître que ta paix mentale est une ressource limitée, qui doit être gérée avec la même sérieux que tu gérerais ton argent ou ta santé. Les stoïciens parlaient du cercle de contrôle, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi et de lâcher prise sur le reste. Mais ils enseignaient aussi quelque chose de plus profond, que nous devons prendre soin de notre esprit comme nous prenons soin de notre corps. Ne pas laisser n'importe quoi entrer, ne pas nous exposer à des stimuli destructeurs, ne pas ouvrir la porte au chaos inutile, parce que chaque fois que tu le fais, tu donnes une partie de ton énergie, et souvent, tu ne récupères pas ce que tu as perdu.
De la psychologie, nous savons que l'attention est l'une des ressources les plus précieuses de l'être humain. Ce sur quoi tu te concentres s'étend. Et si tu vis en te concentrant sur ce qui t'épuise, sur ce que tu ne peux pas changer, sur ce qui n'ajoute rien, tu finis par affaiblir ton système nerveux, perdre ta clarté mentale, tomber dans des cycles d'anxiété et d'épuisement. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est que ton esprit n'a plus de place pour rien d'autre. Tu dois devenir radical à ce sujet, apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, apprendre à choisir avec qui tu parles, dans quoi tu investis ton temps, ce que tu consommes, ce que tu tolères. Tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ta présence, tout ne mérite pas une explication. Parfois, la plus grande preuve de force n'est pas de faire face à tout, mais d'ignorer ce qui ne mérite pas ton énergie. Et oui, au début, cela peut sembler étrange, peut-être même coupable, parce que nous sommes conditionnés à plaire, à répondre, à être toujours disponibles. Mais cette mentalité est un poison pour ta stabilité. Personne d'autre ne va protéger ton énergie pour toi. C'est ton travail. Si tu ne le fais pas, tu finiras épuisé, confus, émotionnellement exposé, réagissant à partir de la colère, de la fatigue ou de la frustration. Entraîner ton esprit, c'est aussi filtrer ton monde, choisir tes batailles, choisir ton environnement, choisir dans quoi tu investis ton attention chaque jour. Parce que ce qui nourrit ton esprit façonne ta réalité. Et si tu n'es pas prudent avec cela, tu vas vivre épuisé sans savoir pourquoi, sans te rendre compte que tu as passé des années à dépenser ton or interne dans des choses qui ne valent rien. Protéger ton énergie est un acte de respect de soi. C'est déclarer que ta paix n'est pas à vendre, que ton calme est une priorité, que ton esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut venir jeter ses problèmes. C'est tracer une ligne et la maintenir, non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es conscient. Parce que tu sais que si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera. 7. Affine ton regard pour voir ce que tu as déjà. Vivre sans gratitude, c'est comme marcher dans un jardin plein d'arbres fruitiers, les yeux bandés, trébucher sur les racines, se plaindre de la faim et blâmer le monde pour ce qui te manque. Pendant ce temps, l'abondance est là, à portée de main, mais ton regard est obscurci par la comparaison, par l'insatisfaction constante, par cette obsession d'atteindre toujours plus avant de pouvoir apprécier ce que tu as déjà. Et cette cécité émotionnelle te vole la paix, te déconnecte de la vie et te transforme en quelqu'un qui n'est jamais chez lui, bien que tout ce dont il a besoin soit déjà en lui. Le calme, le vrai calme, commence lorsque tu affines ton regard. Non pas le regard superficiel qui ne voit que ce qui manque, mais cette vision plus profonde qui reconnaît ce qui est déjà là. Parce que souvent tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de voir mieux. Tu as besoin d'entraîner ton esprit à identifier ce qui fonctionne, ce qui ajoute, ce qui te soutient jour après jour, même si cela ne brille pas. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre dans un état de manque permanent, même au milieu de l'abondance. Les stoïciens avaient une pratique quotidienne qui consistait à réfléchir à ce qu'ils pourraient perdre, non pas comme une punition, mais comme un exercice de clarté. Parce que lorsque tu assumes la possibilité réelle que quelque chose disparaisse, tu apprends à l'apprécier pendant qu'il est là. Cette conscience éveille la gratitude, et la gratitude est une ancre au milieu du chaos. Ce n'est pas une pensée positive superficielle, c'est une approche mentale qui te recentre, qui te ramène au présent, qui te rappelle que tu es vivant, que tu peux encore agir, que tu peux encore être reconnaissant, même au milieu de la difficulté. Depuis la psychologie, nous le savons aussi, la gratitude soutenue dans le temps change le cerveau. Elle active des régions associées au bien-être, réduit le stress, améliore le sommeil, renforce la résilience. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Le problème est que nous sommes entraînés à voir ce qui manque, pas ce qui est là. Et comme toute habitude mentale, cela peut changer, mais cela demande de la discipline. Cela demande de t'arrêter chaque jour et de te poser une question simple mais puissante. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ?
Être reconnaissant ne signifie pas se contenter. Cela ne signifie pas renoncer à grandir ou à aspirer à plus. Cela signifie reconnaître la valeur de ce qui fait déjà partie de ta vie. Ta santé, ton esprit, ta capacité à apprendre, tes liens véritables, ta liberté de choisir. Tout cela compte, tout cela a de la valeur. Et si tu ne le vois pas, si tu ne le prends pas soin, tu vas le perdre sans jamais en avoir profité. Parce que personne ne valorise ce qu'il n'a jamais appris à regarder attentivement. Affine ton regard, observe sans jugement, sans hâte, sans comparaison. Arrête de regarder ce que les autres ont, ce que les autres accomplissent, ce que les autres montrent. Tu n'es pas ici pour concourir, tu es ici pour vivre avec présence, avec force, avec conscience. Et tu n'y arriveras pas si ton esprit te dit toujours qu'il manque quelque chose. Il ne manque pas grand-chose, il manque à voir, il manque à reconnaître, il manque à se connecter avec ce qui est déjà avec toi. Entraîner l'esprit, c'est aussi apprendre à regarder en profondeur, parce que dans ce regard entraîné naît le calme. Tu ne cours plus, tu ne compares plus, tu ne mendies plus quelque chose que tu as peut-être toujours eu. Tu vois clairement. Tu vis avec gratitude. Et à partir de là, de cette base solide, tu peux construire n'importe quoi. 8. Réponds seulement aux guerres qui forgent ton caractère. Imagine-toi entrant sur un champ de bataille à chaque bruit que tu entends, chaque ombre qui bouge, chaque mot qui te dérange. Tu dépenses de l'énergie, tu prépares ta défense, tu te lances dans le combat encore et encore, sans stratégie, sans but. À la fin de la journée, tu es épuisé, blessé, confus, et le pire, c'est que la plupart de ces guerres ne valaient rien. Ce n'étaient que des distractions déguisées en menaces. Tu as réagi par impulsion, par fierté, par peur, mais tu n'as pas grandi, tu n'as pas avancé, tu n'as rien construit. C'est ainsi que vit celui qui ne choisit pas ses batailles. C'est ainsi que vit celui qui confond chaque provocation avec une cause réelle. Il y a une énorme différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est tomber dans le piège. Répondre, c'est choisir. Et lorsque tu entraînes ton esprit, l'un des apprentissages les plus importants est celui-ci. Toutes les guerres ne sont pas les tiennes. Tout ne mérite pas ton feu. Chaque attaque ne nécessite pas de réponse. Tu dois avoir la clarté pour distinguer ce qui t'irrite simplement de ce qui façonne réellement ton caractère. Parce que si tu te bats pour tout, tu t'affaiblis. Mais si tu choisis bien tes batailles, tu te renforces. Les stoïciens n'étaient pas des lâches, mais ils n'étaient pas non plus impulsifs. Ils ne répondaient pas à l'insulte par des cris, ni au conflit par la colère. Ils répondaient à partir de la raison, du contrôle, du choix conscient. Pour eux, la véritable force n'était pas la réaction immédiate, c'était la maîtrise de soi. Le sage ne fuit pas le combat, mais il ne gaspille pas non plus son énergie dans des combats vains. Il ne s'implique que lorsque la situation défie son intégrité, sa vertu, son évolution. Et c'est ce que tu devrais faire aussi. La psychologie le confirme. L'impulsivité émotionnelle incontrôlée épuise l'esprit, génère de l'anxiété et nourrit l'agressivité inutile. En revanche, la régulation émotionnelle permet de prendre des décisions à partir d'un état de clarté, non du chaos. Cela signifie s'arrêter, évaluer, se demander « Est-ce que cela compte vraiment? Est-ce que cela me construit ou me détruit? Est-ce que cela mérite mon énergie ou est-ce que cela tente seulement mon ego? Et si la réponse n'est pas claire, éloigne-toi. N'entre pas, n'explose pas. Ne te rabaisse pas au niveau du conflit inutile. Tu n'es pas ici pour passer ta vie à éteindre les feux des autres. Tu es ici pour avancer, pour évoluer, pour renforcer ton caractère avec un but. Et cela ne se réalise que lorsque tu apprends à dire non. Non au drame, non à la provocation bon marché, non aux guerres sans sens. Parce que chaque fois que tu choisis d'entrer dans une bataille qui ne construit rien, tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. Tu dévies de ton chemin pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Réponds seulement aux guerres qui te défient à être meilleur, celles qui te forcent à grandir, à te confronter à toi-même, à défendre tes principes sans perdre ton calme. Celles-là valent la peine. Celles-là t'enseignent.
Ce sont les batailles internes où se forge le courage, où se polit l'esprit, où se construit le caractère solide que rien ni personne ne peut renverser. Mais pour le reste, lâche prise. Laisse-le partir sans culpabilité. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta paix n'est pas en jeu à chaque discussion. Ta valeur ne dépend pas de chaque réponse. Entraîner ton esprit, c'est aussi apprendre à choisir quand parler, quand agir, quand se taire et se retirer. C'est savoir que le véritable pouvoir n'est pas de se battre pour tout, mais d'avoir la clarté et le courage de choisir ce qui vaut vraiment la peine. Parce que dans ce monde plein de bruit et de provocation, le calme est aussi une forme de guerre. Et si tu apprends à l'utiliser, tu gagneras des batailles sans avoir besoin de hausser la voix. As-tu déjà eu l'impression que ta vie t'échappe tandis que le monde te tire dans 1000 directions ? Peu importe à quel point tu essaies de t'organiser, il y a toujours quelque chose qui te ramène au chaos. Tu te réveilles fatigué, tu fais ce que tu dois faire sans envie, tu passes la journée à réagir à tout et à tous, et tu finis épuisé, frustré, avec le sentiment de ne pas avancer. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu te résignes. Tu vis en pilote automatique, comme si tu n'avais pas d'autre choix. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas ta vraie vie. C'est une version minimale, éteinte, contrôlée par l'extérieur. Et jusqu'à ce que tu prennes le contrôle, personne ne le fera pour toi. Ni le temps, ni la chance, ni les autres, seulement toi. Transformer ta vie n'est pas une jolie phrase, c'est une guerre. Et cette guerre se livre tous les jours dans les détails que tu ignores. Ce que tu fais en te réveillant, ce que tu manges, ce que tu penses, comment tu parles, comment tu réagis, qui tu écoutes et surtout à quoi tu prêtes attention. Il ne s'agit pas de te motiver un jour et d'oublier tout le lendemain. Il s'agit de te construire de l'intérieur vers l'extérieur, avec ordre, avec un but et avec force. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 leçons qui ne sont pas de la théorie vide. Ce sont des outils stoïciens et pratiques pour vraiment transformer ta vie. Si tu les appliques, non pas demain, non pas quand tu auras le temps, mais maintenant, tu vas reprendre le contrôle, sortir du chaos et commencer à vivre avec intention. Mais n'attends pas que ce soit confortable, attends que ce soit nécessaire. Reprends le contrôle de tes heures. Imagine que chaque jour, on te donne un coffre avec 24 clés. Elles sont à toi, complètement à toi, mais si tu ne les utilises pas avec intention, quelqu'un d'autre viendra et les emportera sans que tu t'en rendes compte. Les réseaux sociaux, les excuses, les tâches en attente des autres, les pensées qui ne construisent pas, tout cela est à l'affût, attendant de te voler ses clés. Et quand la nuit arrive, tu te rends compte que le coffre est vide et tu n'as aucune idée de où sont passées les heures. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et chaque fois que tu donnes ton temps sans réfléchir, tu donnes ta vie en petites parties, presque invisibles, mais constantes. Le temps ne se perd pas d'un coup, il se gaspille minute par minute dans de petites décisions qui semblent inoffensives. Tu ouvres ton portable pour 5 minutes et tu finis piégé pendant 1 heure. Tu dis oui à un engagement qui ne t'apporte rien par peur de mal paraître. Tu te lèves tard parce que tu penses que tu mérites de te reposer, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin est une routine avec un but. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu vis selon l'emploi du temps de tout le monde, sauf le tien. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la vie était trop courte pour permettre à quelqu'un d'autre de gérer leur temps. Épictète disait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela commence par reprendre le contrôle de tes jours. Parce que si tu ne peux pas contrôler comment tu utilises tes heures, tu ne pourras rien contrôler d'autre. Tu ne peux pas espérer avoir une clarté mentale, une discipline ou une paix, si dès que tu te réveilles, tu cours après tout ce que tu n'as pas choisi consciemment. La solution n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Commence par créer des blocs de temps sacrés, des horaires que personne ne peut toucher. Consacre la première heure de la journée à toi, pas au monde. Définis tes 3 vraies priorités et tiens bon. Supprime les notifications qui interrompent ton focus. Apprends à dire non sans te sentir coupable. Et surtout, arrête de justifier le chaos par la phrase « je n'ai pas le temps ». Parce que ce que tu n'as pas, c'est une direction.
Le temps est là, nous le recevons tous de manière égale, la différence réside dans ce que tu décides d'en faire. Et oui, au début ça dérange, parce que rompre avec les vieilles habitudes dérange toujours. Mais ce malaise est le prix à payer pour reprendre le contrôle. Tu n'es pas obligé d'être l'esclave de l'horloge, des messages, ni de la pression constante. Tu es libre, mais seulement si tu t'entraînes pour l'être. Le contrôle de ton temps est la première étape pour construire la vie que tu veux, parce que chaque habitude qui compte, chaque objectif qui te transforme, chaque changement que tu désires, commence par une simple décision: devenir le maître de tes heures. Si tu ne gouvernes pas tes jours, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne n'a pas tes intérêts à cœur. Alors arrête-toi, vérifie ton emploi du temps, ta routine, tes matins, tes nuits, et demande-toi avec une brutalité honnête: à qui appartiennent mes heures? Si la réponse n'est pas toi, il est temps de changer cela maintenant. Parce que celui qui contrôle son temps, contrôle sa vie. Et celui qui ne le fait pas, finit par vivre celle des autres. 2. Élève ta vie à partir de tes habitudes quotidiennes. Ta vie est comme une maison construite brique par brique. Chaque jour, tu en poses une nouvelle, même si tu ne le remarques pas. La question est: construis-tu une forteresse ou une prison? Chaque habitude est une brique qui s'empile sur la précédente. Si chaque matin tu te lèves tard, tu repousses des décisions, tu manges sans réfléchir et tu perds du temps en distraction. Tu construis une structure faible, instable, une vie sans fondation. Mais si tu commences la journée avec intention, si tu décides d'agir avec clarté et répètes des comportements qui te renforcent, alors tu construis une base solide, ferme, inébranlable. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir du petit. Ils croient que les grands changements viennent avec des décisions drastiques, avec des virages à 180 degrés, alors qu'en réalité, tout changement réel commence par des actions minimales répétées avec discipline. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire des choses ordinaires avec une constance brutale. Parce que ce que tu fais quotidiennement te façonne beaucoup plus que ce que tu fais de temps en temps. Tes habitudes t'entraînent pour le meilleur ou pour le pire. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme une forme de libération. Pour eux, il n'y avait pas de véritable liberté sans discipline. Tu ne peux pas espérer une vie différente si tu maintiens les mêmes rituels vides qui t'ont déjà stagné. Chaque habitude est une déclaration silencieuse de qui tu décides d'être. Et si tes routines actuelles ne reflètent pas la personne que tu veux devenir, alors il est temps de les réformer, sans excuse, sans chercher le moment parfait. Le moment est maintenant. Commence par t'observer avec honnêteté. Que fais-tu dès que tu te réveilles? Que consommes-tu quand tu es seul? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit et ton corps? Quelles décisions répètes-tu sans réfléchir? Tu dois être brutalement conscient de tes schémas. Ensuite, choisis de remplacer ce qui t'affaiblit par des actions qui t'élèvent, sans chercher la perfection, mais le progrès. Crée des rituels qui te maintiennent concentré, des habitudes si claires qu'elles ne dépendent pas de ta motivation. Parce que lorsque ton environnement et ta routine travaillent en ta faveur, la discipline devient ton allié et non une torture. Fais de tes matins un terrain d'entraînement pour ton esprit. Fais de tes nuits une clôture intentionnelle, pas une évasion. Mets des limites à ce qui te draine et ouvre de l'espace à ce qui te construit. Mange avec conscience, bouge avec décision, agis avec un but. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite, mais d'avoir une routine alignée avec la vie que tu veux vivre. Tes habitudes sont comme des racines invisibles. On ne les voit pas, mais elles soutiennent tout ce que tu es. Et oui, au début c'est difficile. Changer les habitudes est inconfortable et ton esprit va résister. Mais l'inconfort est un signe de transformation. Personne ne se renforce en restant confortable. Seuls ceux qui traversent la friction, ceux qui imposent une structure même quand ils n'en ont pas envie, sont ceux qui finissent par élever leur vie. La clé n'est pas de te motiver chaque jour, mais de créer des systèmes qui fonctionnent même quand tu ne l'es pas. Alors, regarde-toi sérieusement.
Demande-toi si ce que tu fais tous les jours te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux. Parce qu'à la fin, ton destin n'est pas dans ce que tu rêves, il est dans ce que tu fais. Et si tu changes tes habitudes, tu changes ta direction. Élève ta vie à partir de ce que tu fais quand personne ne te voit, à partir de ce que tu répètes chaque jour, sans applaudissements ni reconnaissance. C'est là que commence le véritable changement. C'est là que tu te construis ou te détruis. 3. Transforme ton chaos extérieur en clarté intérieure. Ton esprit est comme une pièce sombre. Si l'espace autour de toi est rempli de bruit, de désordre et de stimuli sans sens, c'est comme si cette pièce était encombrée de meubles cassés, de boîtes empilées et d'objets inutiles. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas penser et encore moins voir clairement. Chaque chose que tu as déplacée, chaque engagement inutile, chaque écran allumé toute la journée est une nouvelle distraction qui te pousse au bord de l'effondrement. Le chaos extérieur ne te stresse pas seulement, il te consume de l'intérieur. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton environnement, ton esprit en paiera le prix. Nous vivons entourés d'excès, des choses que nous n'utilisons pas, des conversations qui ne nous nourrissent pas, des activités que nous n'avons pas choisies, des pensées que nous ne contrôlons pas. Et même si tu ne t'en rends pas compte, tout cela pèse. Ça pèse sur tes épaules, sur ton énergie, sur ta capacité à penser clairement. Quand ton environnement est saturé, ton esprit passe en mode survie. Il commence à réagir au lieu de décider. Il se disperse, se frustre, s'affaiblit. Tu ne peux pas construire une vie puissante à partir d'un environnement plein de bruit. Les stoïciens comprenaient que le contrôle commence par ce qui t'entoure. Tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux décider ce que tu laisses entrer dans ton espace. Marc Aurèle, entouré de guerre et de chaos, cherchait la tranquillité non pas en fuyant, mais en éliminant l'inutile. La clarté n'apparaît pas par magie, elle se crée. Elle se construit avec des choix fermes. Élimine ce qui ne te sert pas, ce qui n'ajoute pas, ce qui occupe seulement un espace physique ou mental. Apprends à simplifier. Commence par le tangible. Nettoie ta chambre, organise ton espace de travail, révise ce que tu as et combien tu en as besoin. Ce que tu n'utilises pas, ce qui n'apporte pas, doit partir. Passe ensuite au numérique. Épure ton téléphone portable, tes réseaux, tes mails. Chaque clic inutile est une fuite d'attention. Ensuite, examine tes relations. Il y a des personnes qui n'apportent que du bruit, du drame et de l'énergie contaminée. Mets de la distance, si nécessaire. Entoure-toi de silence, de structure, d'air. Crée un environnement qui te soutient, pas qui te tire vers le bas. Mais il ne s'agit pas seulement du désordre matériel. Il faut aussi nettoyer à l'intérieur. Observe tes pensées répétitives, celles qui tournent en rond, celles qui te privent de paix sans te donner de réponse. Apprends à identifier ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Élimine le besoin d'avoir tout clair tout le temps. La clarté n'est pas toujours d'avoir toutes les réponses. Parfois, c'est simplement d'avoir éliminé tout ce qui gêne. Parce que lorsque tu enlèves le bruit, l'essentiel s'entend plus fort. Transformer le chaos n'est pas un acte d'un seul jour. C'est une pratique constante. Et oui, il peut être douloureux de se débarrasser de choses, de personnes, d'idées que tu as portées avec toi pendant des années. Mais si tu ne lâches pas ce qui pèse, tu ne pourras jamais avancer légèrement. Il ne s'agit pas d'avoir une vie vide, mais une vie intentionnelle, où chaque objet, chaque personne, chaque pensée a un but. Le simple n'est pas pauvre, c'est puissant. L'ordonné n'est pas rigide, c'est de la fermeté. Et tu as besoin de fermeté si tu veux de la clarté. Alors regarde autour de toi, et puis regarde à l'intérieur de toi. Demande-toi, qu'est-ce que je dois lâcher aujourd'hui pour penser mieux, pour décider plus fermement, pour respirer sans tant de poids? L'ordre extérieur crée l'espace où l'esprit peut se calmer. Et un esprit calme peut prendre des décisions qui changent ta vie. Fais du nettoyage, fais de la place, fais du silence. La clarté que tu cherches n'est pas perdue, elle est enterrée sous tout ce dont tu n'as plus besoin. 4. Sois maître de ta réaction, pas son esclave. Ton esprit est comme un volant. Il peut tourner dans la direction que tu choisis ou il peut se lâcher au milieu du trafic émotionnel et heurter n'importe quoi.
Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, c'est comme si tu lâchais ce volant et attendais que la voiture se conduise toute seule. Le problème, c'est qu'elle ne va presque jamais là où tu veux. Elle va droit vers la colère, l'anxiété, le ressentiment, la culpabilité. Et le pire, c'est qu'ensuite tu finis par justifier cette perte de contrôle, comme si elle faisait partie de ta personnalité. C'est comme ça que je suis, dis-tu. Mais non, c'est ainsi que tu as pris l'habitude de réagir. Et cette habitude peut être brisée. Être maître de ta réaction ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie avoir du pouvoir. Pouvoir sur toi-même, sur ton énergie, sur tes décisions. Parce que chaque fois que tu perds le contrôle à cause de ce que quelqu'un dit ou fait, tu donnes ton pouvoir. Tu permets à quelque chose d'extérieur de dicter ton état intérieur. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage émotionnel. Et celui qui vit ainsi vit coincé dans un jeu sans fin où tout dépend de ce que font les autres. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles comment tu réagis. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. C'est la clé. Ton interprétation crée ta réaction. Si tu changes la façon dont tu vois les choses, tu changes la façon dont tu réagis. Mais cela ne se fait pas par magie. Cela se fait lorsque tu entraînes ton esprit à observer avant d'agir, à respirer avant d'exploser, à choisir avant de te laisser emporter par l'impulsion. La prochaine fois que quelque chose te sort de ton centre, ne réponds pas immédiatement. Fais une pause, observe, ressens l'inconfort mais ne le nourris pas. Ne prends pas de décision avec l'esprit agité. Ne parle pas avec la bouche pleine de rage. Apprends à garder le silence quand tout en toi crie, parce que cette seconde de maîtrise de soi vaut plus que 1000 excuses après. Et si tu échoues, ne te punis pas. Apprends. Demande-toi ce qui a déclenché cette réaction, ce que tu peux faire différemment la prochaine fois. Cette autoconscience est plus précieuse que n'importe quelle excuse vide. Maîtriser ta réaction n'est pas te réprimer, c'est diriger ta force. Tu peux être intense, passionné, direct, mais sans perdre le contrôle. La colère peut être utile si elle se transforme en action juste. La tristesse peut être puissante si elle est canalisée vers la compréhension. Tout ce que tu ressens a sa place, mais cela ne doit pas te gouverner. Tu décides si tes émotions sont des outils ou des chaînes. Et oui, c'est difficile, parce que tu as passé des années à réagir par impulsion, parce que ton environnement t'a appris que l'explosion est synonyme d'authenticité. Mais ce n'est pas le cas. La véritable authenticité réside dans l'action depuis ton centre, pas depuis tes blessures, depuis ton pouvoir, pas depuis ton désordre. Alors commence aujourd'hui. Chaque fois que tu sens que quelque chose ou quelqu'un veut te sortir de ton équilibre, rappelle-toi, tu as le volant. Tu peux tourner vers le chaos ou vers le calme, vers la réaction automatique ou vers la réponse consciente. Tu n'es pas un esclave de ce que tu ressens, tu en es le maître. Mais cette maîtrise ne se donne pas, elle se construit. Et si tu la construis, tu verras comment tout change. Parce que celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. Et ce n'est pas une exagération, c'est une vérité que peu osent vivre. 5. Fais de ton corps ton temple et ton moteur. Imagine qu'on te donne une machine capable de t'emmener aussi loin que tu le souhaites, aussi vite que tu oses. Cette machine est résistante, adaptable et puissante, mais aussi fragile si tu ne la prends pas soin. Maintenant, imagine que, au lieu de la maintenir avec du carburant propre, tu la remplis de déchets, tu la surcharges, tu l'ignores ou tu l'utilises mal. Elle ne durerait pas longtemps. Ton corps est cette machine. Et au-delà de l'esthétique, au-delà du miroir, ton corps est le véhicule qui te permet de vivre avec force ou de te traîner dans la vie avec une fatigue constante. C'est ton temple et ton moteur, mais tu dois le traiter comme tel. La plupart des gens vivent déconnectés de leur corps. Ils ne lui prêtent attention que lorsque quelque chose fait mal, lorsqu'ils sont déjà épuisés, lorsque l'anxiété commence à déborder ou lorsque l'insomnie devient normale.
Mais le corps parle toujours. Le problème est que personne n'écoute. Ils se nourrissent sans réfléchir. Ils ne bougent que si c'est obligatoire. Ils dorment peu. Ils consomment toutes sortes de stimuli sans filtre. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'énergie, de clarté ou de motivation. La réponse se trouve dans ce que tu fais tous les jours avec ce corps que tu dis vouloir, mais que tu maltraites avec tes habitudes. Les stoïciens comprenaient que le corps n'était pas un caprice de l'ego, mais un outil fondamental de l'âme. Sénèque disait que l'âme a besoin d'un corps fort pour s'exprimer librement. Et il avait raison. Parce que si ton corps est faible, enflammé ou plein de stress accumulé, ton esprit ne peut pas fonctionner clairement. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la perfection physique, il s'agit de respect de soi. De comprendre que bouger, bien manger et se reposer n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est de l'autocontrôle, c'est de l'amour de soi en action. Commence par bouger tous les jours, même si ce n'est que 30 minutes. Ton corps a été fait pour bouger, pas pour rester assis devant un écran toute la journée. Fais de l'exercice non seulement pour te voir mieux, mais aussi pour penser mieux, pour te sentir plus fort, plus éveillé, plus présent. Ensuite, nettoie ton alimentation. Mange comme quelqu'un qui se respecte, pas comme quelqu'un qui se sabote. Il ne s'agit pas de restrictions extrêmes, mais de conscience. Ce qui entre dans ton corps affecte comment tu vis. Priorise aussi le repos. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Si tu ne dors pas bien, tout dans ta vie devient désordonné. Et si maintenant tu es loin d'avoir un corps fort ou sain, ne te punis pas. Il ne s'agit pas de te juger, il s'agit de prendre la responsabilité. Commence par un changement, un seul, et répète-le, faisant une partie de ton identité. Le corps ne change pas avec des excuses, il change avec l'action. Et tu n'as pas besoin de motivation constante, tu as besoin de décision. Chaque jour que tu choisis de bouger, de bien te reposer et de te nourrir avec intention, tu affirmes qui tu es. Tu dis « Je suis aux commandes ». Parce que tu ne peux pas vivre une vie forte dans un corps faible. Tu ne peux pas garder un esprit clair si ton système est enflammé par le stress, la mauvaise nourriture et le manque de mouvement. Tu ne peux pas affronter les défis réels si tu es épuisé tout le temps. Le corps n'est pas un accessoire, c'est ton allié le plus proche. Et plus tu le traites bien, plus tu pourras aller loin. Alors, regarde-toi dans le miroir et arrête de chercher l'approbation externe. Cherche la connexion avec toi-même. Entraîne-toi par respect, pas par punition. Prends soin de ton corps comme tu prendrais soin de l'outil le plus précieux du monde. Parce que c'est ce qu'il est, c'est le temple où vit ta force, ta clarté, ta détermination. Et c'est le moteur qui, bien réglé, peut t'emmener à n'importe quelle destination que tu te proposes. 6. Libère-toi du stress en maîtrisant ton argent. Ton argent est comme une rivière. S'il coule avec direction, il irrigue ta vie, nourrit tes objectifs et te donne de la tranquillité. Mais si tu ne le contrôles pas, il déborde, balaye ta paix mentale et te noie dans des soucis constants. Beaucoup sont piégés non pas par manque de revenus, mais par manque de contrôle. Ils ne savent pas où va l'argent, ils ne sentent que sa disparition. Et avec lui, disparaît aussi la tranquillité. Le problème n'est pas seulement économique, il est mental. Parce que lorsque tu n'as pas le contrôle de ton argent, tu n'as pas non plus le contrôle de ton esprit. Tu vis stressé, accablé, toujours avec le sentiment de courir après quelque chose que tu n'atteins jamais. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la liberté. Et la liberté est essentielle pour penser, décider et agir à partir de ton véritable pouvoir. Si tu es constamment en train d'éteindre des incendies financiers, tu ne peux pas te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas construire de discipline si tu es tout le temps préoccupé par la fin du mois. Tu ne peux pas entraîner ton esprit si tu es constamment sous pression à cause des dettes, des dépenses inutiles et du désordre. Le chaos financier devient un chaos émotionnel. Et si tu ne prends pas le contrôle, il devient une chaîne que tu traînes tous les jours. Les stoïciens parlaient du détachement des richesses, mais aussi de l'importance de la prudence. Il ne s'agit pas d'être obsédé par l'argent, mais d'être sage avec lui.
Le contrôle financier est une autre forme d'autodiscipline. Savoir ce que tu dépenses, pourquoi tu le fais et si cela te rapproche ou t'éloigne de ton but. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour vivre en paix. Tu as besoin d'ordre. Tu as besoin d'arrêter de dépenser impulsivement, d'arrêter d'acheter pour combler des vides, d'arrêter de prétendre à un style de vie que tu ne peux pas soutenir. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'esclavage déguisé en apparence. Commence par regarder ta réalité en face. Où dépenses-tu? Quelles dépenses peux-tu réduire? Quelles habitudes te coulent petit à petit? Peut-être que tu ne peux pas changer tes revenus immédiatement, mais tu peux changer ton comportement. Fais un budget, tiens un contrôle quotidien, même s'il est sur papier. Sépare tes priorités. Économise même une petite partie. Ne le fais pas par peur, fais-le par respect pour toi-même. Parce que chaque euro que tu gères consciemment te donne plus de force. Et chaque euro que tu gaspilles est de l'énergie qui s'échappe. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour commencer. Tu as besoin de faire plus avec ce que tu as déjà. La paix financière n'arrive pas quand tu gagnes une fortune. Elle arrive quand tu sais exactement quoi faire avec ce que tu gagnes. Et quand cela se produit, la peur disparaît, le stress disparaît, une nouvelle sécurité, une nouvelle clarté apparaissent. Tu peux te concentrer, tu peux planifier, tu peux grandir. Pas à partir de la pénurie, mais à partir de la maîtrise. Le stress économique n'est pas seulement une conséquence externe, c'est un signal que tu as besoin de prendre le contrôle. Ne fuis pas l'argent, affronte-le. Apprends, éduque-toi, brise les schémas familiaux si nécessaire. Et comprends que chaque achat que tu fais est un vote pour la personne que tu choisis d'être. Tu peux vivre à la dérive, dépenser sans direction, ou tu peux vivre avec structure, en utilisant l'argent comme un outil, pas comme un fardeau. Prends le commandement. Coupe les dépenses inutiles. Renonce à l'apparence. Choisis la liberté, parce que quand tu maîtrises ton argent, tu récupères du temps, de l'énergie et de la concentration. Et avec cela, tu peux construire n'importe quelle vie que tu te proposes. Mais tout commence par une décision simple et puissante. Arrêter de réagir et commencer à diriger. 7. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers le haut. Tu es comme une torche allumée. Tu peux éclairer, tu peux avancer, tu peux résister au vent. Mais si tu t'entoures de personnes qui ne font que souffler sur toi avec des doutes, des critiques vides et de l'énergie négative, cette flamme commence à s'éteindre sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas qu'elle s'éteint d'un coup, c'est une usure lente. Petit à petit, tu arrêtes de croire, tu arrêtes d'avancer, tu arrêtes d'essayer. Les gens qui t'entourent ont un poids brutal sur ta mentalité, sur ton approche et sur ta croissance. Parfois, ce qui te bloque n'est pas ton manque de talent, c'est l'environnement dans lequel tu te décomposes sans t'en rendre compte. Beaucoup vivent entourés de personnes qui n'apportent rien, qui critiquent, qui se plaignent, qui se moquent de toute tentative de dépassement. Ils vivent piégés dans des cercles où l'effort est ridiculisé et le conformisme est applaudi, où grandir est vu comme une trahison, comme de l'arrogance, comme quelque chose d'inconfortable. Et si tu n'as pas de clarté, si tu n'as pas de force intérieure, tu finis par absorber cette mentalité médiocre. Tu finis par croire que vouloir plus est mal, que te pousser est exagéré, que être discipliné est pour les fanatiques. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour les gens qui prennent leur vie au sérieux. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous entourer de ceux qui nous renforcent, de ceux qui nous rendent meilleurs. Sénèque disait que nous devons rester près de ceux dont la présence nous élève. Parce que ce que tu entends tous les jours, ce que tu vois, ce que tu absorbes, finit par faire partie de ton dialogue interne. Si tu es entouré de plaintes, ton esprit s'entraîne à se plaindre. Si tu es entouré de plaintes déguisées en humour, ton esprit normalise la médiocrité. Mais si tu t'entoures de discipline, de clarté et d'ambition saine, ton esprit s'adapte à ce niveau. Il ne s'agit pas de couper avec tout le monde d'un coup, mais bien de faire une épuration honnête. Demande-toi qui t'apporte et qui te draine, qui t'inspire et qui te sabote. Et je ne parle pas seulement d'ennemis. Parfois, ceux qui te bloquent le plus sont les plus proches. Non pas par méchanceté, mais par habitude, par peur, par insécurité. Mais tu n'as pas à vivre enchaîné à l'histoire des autres.
Tu peux écrire la tienne, même si cela dérange les autres. Commence à chercher de nouveaux environnements. Lis des personnes qui pensent plus haut. Écoute des voix qui te défient. Passe du temps avec ceux qui sont déjà sur le chemin que tu veux emprunter. Et si tu ne les as pas près de toi, ne trouve pas d'excuses. Aujourd'hui, tu as accès à des livres, à du contenu, à des communautés où la croissance n'est pas une rareté, mais une norme. Tu n'as pas à rester où tu es juste parce que tu as commencé là. Et prends aussi la responsabilité de ce que tu apportes. Ne sois pas celui qui critique, celui qui freine, celui qui projette sa peur sur les autres. Sois celui qui pousse, celui qui inspire, celui qui élève. Parce que quand tu changes, tu élèves aussi le niveau de ceux qui t'entourent. Ou tu les éloignes, et c'est bien. Parce que tout le monde n'est pas prêt à grandir. Mais toi, tu l'es. Et si tu l'es, ne te permets pas de rester coincé dans un environnement qui étouffe ton potentiel. Entoure-toi de feu, pas de fumée, de personnes qui te défient, pas qui te flattent, de gens qui parlent d'idées, pas d'excuses. Parce que grandir fait mal, oui, mais ça fait plus mal de vivre entouré de ceux qui ne veulent pas que tu le fasses. Protège-toi, choisis bien, parce que parfois, pour décoller, il faut d'abord lâcher le poids qui t'empêche de voler. 8. Fais en sorte que la technologie travaille pour toi, pas contre toi. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y sèmes, y pousse. Mais si tu permets à la technologie d'agir comme un essaim d'insectes bruyants et incontrôlables, ce jardin se remplit rapidement de mauvaises herbes, de bruits, d'interférences qui t'empêchent de penser, de respirer, de te concentrer. Le problème n'est pas la technologie, le problème est la façon dont tu l'utilises. Tu la contrôles, ou elle te consume. Il n'y a pas de juste milieu. La technologie peut être l'outil le plus puissant pour ton développement ou la distraction la plus destructrice si tu ne sais pas lui imposer des limites. Nous vivons dans un monde hyper connecté et en même temps déconnecté de l'essentiel. Nous passons des heures à faire défiler des écrans, à sauter d'une application à une autre, pris dans des cycles de notifications, de messages et de contenus sans profondeur. Nous nous sommes habitués à vivre avec une attention fragmentée et ensuite nous nous demandons pourquoi nous avons du mal à nous concentrer, pourquoi nous nous sentons vides, pourquoi nous terminons la journée sans avoir fait quoi que ce soit d'important. La réponse est dans cet appareil que tu portes dans ta poche toute la journée et qui, si tu ne le contrôles pas, devient ton geôlier numérique. Les stoïciens parlaient de prendre soin de l'esprit comme du bien le plus sacré. Marc Aurèle a écrit que nous devons protéger notre pensée la plus intime du bruit extérieur. Aujourd'hui, ce bruit ne vient pas seulement de la rue, il vient de chaque appareil que nous consultons compulsivement. Et bien que la technologie ait le pouvoir de t'informer, de te connecter et de t'aider à grandir, elle peut aussi te remplir d'anxiété, de dépendance, de comparaison constante et de perte de temps. Elle n'est pas mauvaise en soi. Ce qui la rend ennemie, c'est l'utilisation inconsciente que tu en fais. Fais un bilan réaliste. Combien de fois vérifies-tu ton téléphone sans en avoir besoin? Combien de notifications interrompent ta concentration? Combien d'heures par jour consommes-tu du contenu qui ne te construit pas? Combien de temps consacres-tu à ce qui est superficiel et combien à ce qui est important? Si tu ne mets pas de règles, la technologie ne prendra pas soin de toi. Sa conception est faite pour te piéger. Ton attention est le produit. Et si tu ne la protèges pas, on te la prend. Commence par redessiner ton environnement numérique. Supprime les applications que tu n'utilises pas. Mute les notifications qui ne sont pas urgentes. Utilise le mode « Ne pas déranger » lorsque tu as besoin de travailler. Programme ta journée avec des espaces libres d'écran. Désactive les alertes qui volent ton focus. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde tout le temps. Tu n'es pas né pour répondre aux messages. Tu es né pour créer, pour penser, pour avancer. Utilise la technologie comme un outil, pas comme une béquille émotionnelle. Choisis également avec intention le contenu que tu consommes. Remplis tes réseaux d'idées qui te poussent, pas qui te distraient. Suis des personnes qui partagent une valeur réelle, pas seulement du divertissement vide.
Utilise le pouvoir de l'information à ton avantage. Écoute des audios qui t'inspirent, regarde des vidéos qui te défient, cherche la connaissance au lieu de la dopamine rapide. La différence entre stagner ou grandir est souvent dans ce que tu choisis de voir pendant ces moments libres qui semblent inoffensifs. Et si tu sens que tu es trop pris, déconnecte-toi complètement pendant quelques heures par jour. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de la survie mentale. Ce n'est que lorsque le bruit diminue que l'esprit pense clairement. Ce n'est que lorsque tu laisses de l'espace que tu peux créer quelque chose de vrai. La technologie doit être une extension de ton but, pas une distraction constante. Prends le contrôle maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Car celui qui maîtrise son environnement numérique maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit peut construire n'importe quoi. La technologie n'est pas ton ennemi, c'est ton outil. Mais c'est à toi de décider si tu l'utilises pour te construire ou pour te détruire en silence, tous les jours, sans t'en rendre compte. Il y a des moments où le monde devient une tempête inarrêtable. Tout bouge, tout presse, tout exige quelque chose de toi. Des opinions, des critiques, des attentes, des gens qui courent après des objectifs vides, qui perdent le contrôle pour n'importe quel problème, et toi au milieu de tout ce bruit, sentant que tu te noies dans ton propre esprit. Mais écoute bien ceci, car tout le monde n'a pas le courage de le dire comme il est. Si tu n'entraînes pas ton esprit, si tu ne formes pas ton caractère, si tu ne prends pas le contrôle de tes émotions, tu seras emporté par le chaos. Tu vas réagir à tout. Tu seras affecté par ce que n'importe qui dit, et chaque obstacle, aussi minime soit-il, va te détruire. Ce n'est pas vivre, c'est survivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. Veux-tu la tranquillité? Veux-tu la clarté? Veux-tu rester ferme pendant que tout autour de toi s'effondre? Alors arrête d'attendre que le monde se calme. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de s'entraîner. Le calme n'est pas un cadeau. C'est une décision, c'est une discipline, c'est un muscle mental qui se construit chaque fois que tu maîtrises une pensée, que tu comprends une émotion, que tu choisis de ne pas suivre une impulsion. Les stoïciens l'ont compris. Les personnes vraiment sages aussi. Il ne s'agissait pas de paraître fort, il s'agissait d'être fort, de l'intérieur. Sans dépendre de l'approbation des autres, sans avoir besoin de validation, sans avoir peur de rester silencieux. Et c'est exactement ce que nous allons construire ici. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de belles phrases. C'est pour ceux qui sont prêts à vraiment changer, pour laisser les excuses de côté, pour prendre une responsabilité totale, parce que l'entraînement de l'esprit est une bataille interne. Et si tu réussis à la gagner, le monde ne peut plus te toucher. Nous allons voir 8 principes clairs, pratiques et réels pour construire ce calme stoïcien. Non pas pour quand tout est en paix, mais pour quand tout s'effondre. Parce que là, au milieu du chaos, c'est là que tu te révèles. Et si tu appliques ce que tu vas entendre, tu vas arrêter de réagir comme une victime et commencer à répondre comme quelqu'un qui a décidé de vivre avec force et de l'intérieur. 1. Briser l'addiction aux applaudissements. Vivre en attendant l'approbation est comme marcher avec une corde invisible attachée au cou. Chaque compliment te donne un peu d'air, mais chaque critique t'étrangle. Et le pire de tout, c'est que cette corde n'a été mise par personne d'autre. Tu la tiens de tes propres mains. Chaque fois que tu cherches la validation, chaque fois que tu as besoin d'être vu pour te sentir suffisant, chaque fois que tu dépends des applaudissements pour savoir si ce que tu fais en vaut la peine. On ne vit pas ainsi, on survit ainsi, enchaîné à l'opinion des autres. Rompre avec cette addiction n'est pas un acte symbolique, c'est une guerre mentale. Et comme toute guerre interne, elle nécessite une brutalité sincère, parce que lorsque ton estime de toi est construite sur les réactions des autres, peu importe combien de succès tu obtiens, tu auras toujours l'impression que tu as besoin de plus. Plus de likes, plus d'attention, plus de reconnaissance. Et quand tu ne le recevras pas, parce que tôt ou tard cela arrive, tu tomberas dans le vide. Ce vide où tu te demandes si tu fais quelque chose de mal, alors qu'en réalité la seule erreur a été de donner ta valeur aux mains des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté commence lorsque nous cessons de vivre pour impressionner.
lorsque nous cessons d'avoir besoin d'approbation pour agir avec intégrité. Tu n'as pas besoin d'une foule applaudissant chaque pas que tu fais. Tu as besoin d'une conscience tranquille, d'une direction claire, d'une raison solide qui vient de l'intérieur. Si tu fais ce qui est juste, si tu donnes le meilleur de toi-même, si tu es sur le chemin que tu as choisi avec conviction, tu ne devrais pas avoir besoin que quelqu'un le célèbre. Entraîner l'esprit à rester calme signifie également cesser d'être l'esclave du jugement externe. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou froid. Il s'agit de ne pas laisser l'acceptation ou le rejet contrôler ton état émotionnel. Le jour où tu pourras prendre une décision difficile, faire ce qui est juste, être toi-même et ne pas te soucier de savoir si cela plaît ou non aux autres, ce jour-là, tu commenceras à être libre. La psychologie le soutient. Lorsque nous vivons en fonction du renforcement externe, le système de récompense du cerveau devient dépendant de la stimulation sociale. Et cela crée un schéma de comportement addictif. Littéralement, ton cerveau commence à demander de l'approbation comme un toxicomane demande sa dose. C'est une dépendance émotionnelle qui sabote ta paix. C'est pourquoi rompre avec elle n'est pas seulement un acte de force, c'est une nécessité si tu veux garder l'esprit clair au milieu du bruit. Tu ne trouveras pas de véritable calme tant que tu continueras à mesurer ta valeur en likes, en faux sourires, en paroles qui changent avec le vent. Le calme naît lorsque tu décides que ton identité n'est pas négociable, que ce que tu fais n'a pas besoin d'applaudissements pour avoir un sens, que ton but ne dépend pas de qui te voit, mais de pourquoi tu le fais. Et oui, ça va faire mal au début, parce que rompre une addiction fait toujours mal. Tu vas ressentir du vide, du doute, voire de la solitude. Mais c'est là que tu commences à construire quelque chose de réel. C'est là que l'esprit se renforce. C'est là que tu deviens quelqu'un qui agit par principe, pas par approbation. Rompre l'addiction aux applaudissements, c'est arrêter de vivre de l'extérieur vers l'intérieur et commencer à construire à partir de l'intérieur. C'est une déclaration d'indépendance, c'est te regarder dans le miroir et décider que tu es suffisant même si personne ne le dit. Parce que le calme, le véritable calme, ne naît pas du bruit que tu génères chez les autres, mais du silence que tu atteins en toi. 2. Mesure ta journée par ta vérité, pas par les réactions des autres. Vivre en fonction des réactions des autres, c'est comme marcher avec un miroir pendu au cou en attendant que les visages des autres définissent qui tu es. Tu observes leurs gestes, leur approbation ou leur silence, et avec cela, tu décides si c'était une bonne journée ou un échec. Mais ce miroir ne te montre pas ton reflet. Il te montre une version déformée créée par les attentes des autres, les humeurs des autres, des jugements que tu ne contrôles ni ne comprends. Et tant que tu continueras à mesurer ta valeur avec ce miroir brisé, tu finiras par oublier ce qui est le plus important, qui tu es vraiment. Nous l'avons tous fait. Tu postes quelque chose avec enthousiasme, tu donnes ton opinion avec sincérité, tu fais un travail avec dévouement, et immédiatement, tu attends une réaction, un commentaire, un applaudissement, un regard d'approbation. Et si cela n'arrive pas, s'il y a de l'indifférence, des critiques ou simplement du silence, tu t'écroules intérieurement. Comme si ce geste extérieur avait le pouvoir de définir si cela en valait la peine. Mais la vérité est que vivre ainsi, c'est renoncer à soi-même. C'est donner aux autres le contrôle sur ta paix, ta motivation et ton estime de soi. Les stoïciens l'avaient bien compris. La seule chose qui t'appartient, c'est ton intention, ton action, ta vérité. Ce que les autres pensent, comment ils réagissent ou s'ils comprennent, cela ne dépend pas de toi. Épictète disait que tu ne devrais pas aspirer à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais à vouloir les choses telles qu'elles se passent. Et cela s'applique aussi aux réactions. Si tu as agi selon ta vérité, avec conscience, avec un but, alors le résultat est accompli. Le reste n'est que bruit. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour avancer, pour vivre avec intégrité, pour donner le meilleur de toi-même même quand personne ne le remarque. Parce que le jour où tu commenceras à mesurer ta vie par ce que tu fais et non par ce que tu provoques chez les autres,
Ce jour-là, tu commenceras à retrouver ta liberté mentale. Tu cesseras de vivre comme un acteur attendant l'ovation et tu deviendras quelqu'un qui agit par conviction, non pour l'applaudissement. De la psychologie, nous savons que dépendre du renforcement externe crée une image de soi fragile. Lorsque les émotions et l'identité sont construites sur des stimuli que tu ne contrôles pas, ta stabilité émotionnelle devient instable. Elle change avec le climat social, avec les algorithmes, avec l'attention des autres. Mais lorsque tu mesures ta journée par ton effort, ta vérité et ton progrès réel, tu construis quelque chose de solide, quelque chose qui t'appartient, et c'est la base d'un esprit fort. Tu auras des jours où tu feras ce qui est juste et personne ne dira rien. Des jours où tu avanceras et personne ne le remarquera. Des jours où tu diras la vérité et on te jugera. Et tu sais quoi? C'est bien. Parce que tu n'es pas ici pour recevoir des médailles. Tu es ici pour rester ferme dans ce que tu crois, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, même si le monde regarde ailleurs. Entraîner l'esprit à la tranquillité signifie aussi arrêter de mendier des réactions. Tu n'as pas besoin de likes pour confirmer ton but. Tu n'as pas besoin de faux sourires pour valider tes décisions. Tu as besoin de savoir que tu as fait ce que tu devais faire, que tu as été fidèle à ta vérité, que tu as terminé la journée en pouvant te regarder avec respect, même si personne d'autre ne t'a regardé. Arrête de porter le miroir des autres, brise ce besoin de te refléter dans l'opinion des autres, et commence à construire une vie où la valeur de chaque jour est définie par toi, pas par l'écho que tu crées à l'extérieur, parce que cet écho est éphémère, mais ta vérité bien vécue, celle-ci reste avec toi pour toujours. 3. Lâche ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher au contrôle est comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et pourtant, nous continuons à insister. Nous sommes obsédés par le contrôle des résultats, des personnes, des opinions, des temps, même du destin. Nous voulons avoir la certitude de tout, gérer chaque variable, forcer les choses à se passer comme nous l'imaginons. Et dans cette lutte absurde contre l'incontrôlable, nous nous épuisons, nous nous frustrons et nous nous perdons. La vérité, même si elle fait mal, est simple. Tu n'as pas autant de contrôle que tu le penses. La plupart de ce qui te préoccupe est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler ce que ressentent les autres, ni ce qu'ils disent, ni la direction exacte de chaque chose que tu commences. Tu peux faire de ton mieux, mais tu ne peux pas garantir le résultat. Tu peux aimer, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu peux prendre soin de ta santé, mais tu ne peux pas éviter chaque maladie. Et si tu n'acceptes pas cela, tu vas vivre avec une anxiété chronique. Car essayer de contrôler l'incontrôlable est la recette parfaite pour la souffrance. Les stoïciens ont été implacables sur ce point. Épictète l'a résumé ainsi. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Ton attention doit se porter sur le premier et lâcher fermement le second. Non pas par résignation, mais par intelligence. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit de cesser de gaspiller ton énergie dans des batailles perdues avant de commencer. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler ce qui n'est pas à toi, tu reprends le contrôle de toi-même. Et c'est là que commence le véritable calme. La psychologie le confirme également. Les personnes qui développent un locus de contrôle interne, c'est-à-dire qui concentrent leur attention sur ce qu'elles peuvent faire, ont des niveaux de bien-être émotionnel plus élevés, une plus grande résilience et moins d'anxiété. En revanche, ceux qui sont pris au piège dans l'illusion de contrôler l'extérieur deviennent dépendants, volatiles, fragiles face à tout changement inattendu. On t'a dit que le contrôle est le pouvoir? C'est un mensonge. Le véritable pouvoir est de savoir lâcher prise. C'est pouvoir dire « j'ai fait ce qui me correspondait, le reste n'est pas à moi » et marcher la tête haute même si les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. C'est cela la force mentale, c'est cela la maturité émotionnelle, c'est cela l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas ce que tu arrives à contrôler qui te définit, c'est la façon dont tu réagis quand tout t'échappe.
Beaucoup vivent comme si le monde leur devait quelque chose, comme si tout devait s'aligner sur leurs désirs, et quand cela n'arrive pas, ils s'amérissent, blâment, se victimisent. Mais cette attitude est un poison. Personne ne te doit un résultat parfait. Personne ne te doit de la compréhension. Personne ne doit répondre à tes attentes. Le seul engagement que tu as est envers toi-même. Faire ce qui est juste, agir avec intégrité, continuer à grandir. Le reste, lâche-le. Entraîner ton esprit, c'est aussi apprendre à fermer des cycles sans ressentiment, à accepter des pertes sans drame, à continuer sans porter ce que tu ne peux pas changer. C'est une pratique quotidienne. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux faire, tu libères ton esprit du poids inutile de l'impossible. Lâche. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Non pas par fatigue, mais par clarté. Lâche ce qui n'a jamais été entre tes mains, car tant que tu continues à serrer le poing, tu ne pourras pas tenir ce qui compte vraiment. Le calme n'arrive pas quand tu contrôles tout, il arrive quand tu décides que tu n'as pas besoin de le faire. Et là, juste là, c'est quand tu deviens vraiment libre. 4. Deviens l'œil du cyclone. Au milieu d'un cyclone, il y a un point précis où tout est calme. Il n'y a pas de vent, pas de bruit, pas de chaos. Cet endroit s'appelle l'œil du cyclone. Et bien que tout autour tourne avec fureur, ce centre reste ferme, serein, intact. Ce n'est pas parce que le chaos n'existe pas. C'est parce qu'à l'intérieur de cet espace, il y a une force silencieuse qui ne se laisse pas emporter. Devenir l'œil du cyclone ne signifie pas ignorer le chaos. Cela signifie devenir plus fort que lui. C'est ainsi que tu devrais entraîner ton esprit. Non pas pour échapper au monde, mais pour rester calme à l'intérieur de lui. Parce que le chaos ne va pas disparaître. Les problèmes vont arriver. Les pertes vont faire mal. Les critiques, les trahisons, les injustices, tout cela fait partie du chemin. Mais si tu réagis à chaque tempête avec désespoir, tu te perds dedans. Et si tu laisses le bruit extérieur envahir ta paix intérieure, alors tu ne vis plus, tu survis en état d'alerte constante. Les stoïciens disaient que ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est la clé. Les émotions viennent, mais tu décides si elles t'emportent ou si tu les observes sans les laisser prendre le contrôle. L'esprit calme n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ressent et agit quand même avec clarté. Et cela ne se réalise pas avec de belles phrases, cela se réalise avec une pratique quotidienne, une auto-réflexion constante, une discipline interne. La psychologie moderne parle du concept de régulation émotionnelle. La capacité d'identifier ce que tu ressens, de le nommer et de ne pas agir immédiatement. C'est l'opposé de la réactivité. C'est la capacité de rester en contrôle, même quand tout semble perdu. Et cela ne signifie pas réprimer, cela signifie traiter. Ce n'est pas nier la tempête, c'est construire un refuge en toi qui ne se brise pas au premier coup. Tu dois arrêter de dépendre de l'ordre des choses pour te sentir bien. Parce que si ton calme dépend de l'environnement, tu es perdu. Tu vas t'effondrer chaque fois que le monde devient hostile. Chaque fois que quelqu'un te traite mal, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Entraîner ton esprit, c'est te préparer pour ces moments, pour que quand ils arrivent, ils ne te sortent pas de ton centre, pour que tu puisses regarder le chaos dans les yeux et rester ferme. Et non, ce n'est pas facile. Tu vas échouer de nombreuses fois, tu vas exploser, tu vas réagir, tu vas perdre patience. Mais chaque fois que tu prends conscience de cela et que tu choisis de répondre avec calme au lieu d'impulsion, tu renforces ce centre. Tu construis ton propre œil du cyclone. Et petit à petit, tu vas remarquer que tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir bien, que tu peux traverser le chaos sans qu'il te brise de l'intérieur. Être l'œil du cyclone, c'est être inébranlable. Non pas parce que rien ne t'affecte, mais parce que rien ne te domine. C'est agir avec clarté quand les autres sont aveuglés par la colère. C'est garder le cap quand tout bouge. C'est penser avec précision quand le monde ne fait que crier. Il ne s'agit pas de paraître fort, il s'agit de l'être, de l'intérieur. Et si tu t'entraînes tous les jours, tu découvriras que le calme, le vrai calme,
n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit. 5. Entraîne ta tranquillité avant d'en avoir besoin. Attendre que le chaos arrive pour chercher la tranquillité est comme essayer de construire un parachute alors que tu es déjà en train de tomber. Il est trop tard, c'est désespéré. Et il est fort probable que tu t'écrases. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils n'entraînent pas leur esprit, ne renforcent pas leur tempérament, ne se préparent pas au coup. Ils ne réagissent que lorsque le problème est déjà là. Mais quand la crise arrive, si tu n'as pas d'outils internes, la seule chose que tu peux faire est de couler. La tranquillité n'est pas quelque chose qui apparaît miraculeusement quand tu en as le plus besoin. C'est une compétence. C'est un réflexe entraîné. Et si tu ne la cultives pas avant, tu ne l'auras pas quand tout s'effondrera. C'est pourquoi il est si important de la pratiquer pendant les jours tranquilles. Parce que c'est là que se forme le muscle mental. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine enfermé, mais d'utiliser la vie quotidienne comme une salle de sport émotionnelle. Chaque petit problème, chaque attente, chaque conversation inconfortable est une opportunité pour entraîner ta capacité à rester serein. Les stoïciens pratiquaient cela constamment. Ils s'exposaient volontairement à l'inconfort. Ils dormaient sur le sol, jeûnaient, s'imaginaient tout perdre, non pas par masochisme, mais par force mentale. Parce qu'ils savaient que s'ils pouvaient maintenir leur paix, même dans la pénurie, dans l'incertitude ou dans la critique, alors quand la vie les mettrait à l'épreuve, ils seraient déjà prêts. Et c'est ce dont tu as aussi besoin. Un entraînement silencieux, constant, interne. De la psychologie, nous savons que le système nerveux apprend par répétition. Si tu entraînes ta réponse aux stimuli stressants, peu à peu ton corps et ton esprit cesseront de réagir avec panique. Il ne s'agit pas d'éliminer le stress, mais de l'affronter si souvent avec conscience qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et cela se fait par de petits actes quotidiens. Respirer avant de parler, t'arrêter avant de réagir, observer avant de supposer. Tu ne peux pas compter sur ta version faible pour des moments forts. Tu dois construire chaque jour une version de toi qui sait rester ferme quand tout vacille. Et cela n'arrive qu'avec la pratique. Tu ne t'entraînes pas seulement quand tu es au sol, tu t'entraînes pour éviter d'y arriver. Parce que quand le coup viendra, et il viendra, ce qui fera la différence n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu as incorporé, ce que tu as déjà pratiqué, ce qui est devenu une partie de toi. Les gens cherchent des outils quand ils sont déjà brisés, mais tu peux commencer avant. Tu peux créer des routines qui renforcent ton esprit. Tu peux bien manger, bien dormir, te parler avec respect, t'éloigner du bruit inutile, méditer, écrire, réfléchir, faire ce qui est nécessaire pour construire une base solide. Parce que si tu attends d'avoir un incendie pour apprendre à respirer, tu vas t'étouffer dans la fumée. Entraîner la tranquillité avant d'en avoir besoin, c'est te préparer comme un guerrier en temps de paix. C'est assumer que la vie ne va pas s'adoucir pour toi, que le monde va continuer à être chaotique, mais que tu peux changer. Tu peux devenir plus fort, plus clair, plus conscient. Et cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de peur ou de colère. Cela signifie que tu ne vas pas agir à partir de là, que tu auras le pouvoir de choisir comment répondre. N'attends pas que tout explose pour commencer à prendre soin de ton esprit. Commence maintenant, parce que quand tu en auras le plus besoin, tu n'auras pas le temps d'apprendre. Tu agiras avec ce que tu as déjà construit. Et si tu as entraîné ta tranquillité, alors tu pourras te tenir au milieu du feu sans te brûler de l'intérieur. 6. Protège ton énergie comme si c'était de l'or. Ton énergie est comme un dépôt d'or que tu portes en toi. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, il ne brille pas de l'extérieur, mais il soutient tout ce que tu fais. Chaque pensée, chaque décision, chaque action, chaque réaction, tout dépend de la quantité d'énergie mentale et émotionnelle que tu as à ta disposition. Et pourtant, la plupart des gens la donnent comme si elle ne valait rien. Ils la gaspillent dans des discussions inutiles, des soucis imaginaires, des réseaux sociaux sans but, des personnes qui ne font que soustraire. Et quand vient le moment de faire face à quelque chose d'important, ils sont vides, sans concentration, sans force, sans clarté,
Tu dois comprendre ceci une fois pour toutes. Tu ne peux pas être là pour tout et pour tout le monde. Tu ne peux pas résoudre la vie des autres pendant que la tienne s'effondre de l'intérieur. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi te sortir de ton centre. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. C'est savoir que tu ne peux pas donner le meilleur de toi si tu es épuisé. C'est reconnaître que ta paix mentale est une ressource limitée, qui doit être gérée avec la même sérieux que tu gérerais ton argent ou ta santé. Les stoïciens parlaient du cercle de contrôle, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi et de lâcher prise sur le reste. Mais ils enseignaient aussi quelque chose de plus profond, que nous devons prendre soin de notre esprit comme nous prenons soin de notre corps. Ne pas laisser n'importe quoi entrer, ne pas nous exposer à des stimuli destructeurs, ne pas ouvrir la porte au chaos inutile, parce que chaque fois que tu le fais, tu donnes une partie de ton énergie, et souvent, tu ne récupères pas ce que tu as perdu. De la psychologie, nous savons que l'attention est l'une des ressources les plus précieuses de l'être humain. Ce sur quoi tu te concentres s'étend. Et si tu vis en te concentrant sur ce qui t'épuise, sur ce que tu ne peux pas changer, sur ce qui n'ajoute rien, tu finis par affaiblir ton système nerveux, perdre ta clarté mentale, tomber dans des cycles d'anxiété et d'épuisement. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est que ton esprit n'a plus de place pour rien d'autre. Tu dois devenir radical à ce sujet, apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, apprendre à choisir avec qui tu parles, dans quoi tu investis ton temps, ce que tu consommes, ce que tu tolères. Tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ta présence, tout ne mérite pas une explication. Parfois, la plus grande preuve de force n'est pas de faire face à tout, mais d'ignorer ce qui ne mérite pas ton énergie. Et oui, au début, cela peut sembler étrange, peut-être même coupable, parce que nous sommes conditionnés à plaire, à répondre, à être toujours disponibles. Mais cette mentalité est un poison pour ta stabilité. Personne d'autre ne va protéger ton énergie pour toi. C'est ton travail. Si tu ne le fais pas, tu finiras épuisé, confus, émotionnellement exposé, réagissant à partir de la colère, de la fatigue ou de la frustration. Entraîner ton esprit, c'est aussi filtrer ton monde, choisir tes batailles, choisir ton environnement, choisir dans quoi tu investis ton attention chaque jour. Parce que ce qui nourrit ton esprit façonne ta réalité. Et si tu n'es pas prudent avec cela, tu vas vivre épuisé sans savoir pourquoi, sans te rendre compte que tu as passé des années à dépenser ton or interne dans des choses qui ne valent rien. Protéger ton énergie est un acte de respect de soi. C'est déclarer que ta paix n'est pas à vendre, que ton calme est une priorité, que ton esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut venir jeter ses problèmes. C'est tracer une ligne et la maintenir, non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es conscient. Parce que tu sais que si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera. 7. Affine ton regard pour voir ce que tu as déjà. Vivre sans gratitude, c'est comme marcher dans un jardin plein d'arbres fruitiers, les yeux bandés, trébucher sur les racines, se plaindre de la faim et blâmer le monde pour ce qui te manque. Pendant ce temps, l'abondance est là, à portée de main, mais ton regard est obscurci par la comparaison, par l'insatisfaction constante, par cette obsession d'atteindre toujours plus avant de pouvoir apprécier ce que tu as déjà. Et cette cécité émotionnelle te vole la paix, te déconnecte de la vie et te transforme en quelqu'un qui n'est jamais chez lui, bien que tout ce dont il a besoin soit déjà en lui. Le calme, le vrai calme, commence lorsque tu affines ton regard. Non pas le regard superficiel qui ne voit que ce qui manque, mais cette vision plus profonde qui reconnaît ce qui est déjà là. Parce que souvent tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de voir mieux. Tu as besoin d'entraîner ton esprit à identifier ce qui fonctionne, ce qui ajoute, ce qui te soutient jour après jour, même si cela ne brille pas. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre dans un état de manque permanent, même au milieu de l'abondance. Les stoïciens avaient une pratique quotidienne qui consistait à réfléchir à ce qu'ils pourraient perdre.
non pas comme une punition, mais comme un exercice de clarté. Parce que lorsque tu assumes la possibilité réelle que quelque chose disparaisse, tu apprends à l'apprécier pendant qu'il est là. Cette conscience éveille la gratitude, et la gratitude est une ancre au milieu du chaos. Ce n'est pas une pensée positive superficielle, c'est une approche mentale qui te recentre, qui te ramène au présent, qui te rappelle que tu es vivant, que tu peux encore agir, que tu peux encore être reconnaissant, même au milieu de la difficulté. Depuis la psychologie, nous le savons aussi, la gratitude soutenue dans le temps change le cerveau. Elle active des régions associées au bien-être, réduit le stress, améliore le sommeil, renforce la résilience. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Le problème est que nous sommes entraînés à voir ce qui manque, pas ce qui est là. Et comme toute habitude mentale, cela peut changer, mais cela demande de la discipline. Cela demande de t'arrêter chaque jour et de te poser une question simple mais puissante. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Être reconnaissant ne signifie pas se contenter. Cela ne signifie pas renoncer à grandir ou à aspirer à plus. Cela signifie reconnaître la valeur de ce qui fait déjà partie de ta vie. Ta santé, ton esprit, ta capacité à apprendre, tes liens véritables, ta liberté de choisir. Tout cela compte, tout cela a de la valeur. Et si tu ne le vois pas, si tu ne le prends pas soin, tu vas le perdre sans jamais en avoir profité. Parce que personne ne valorise ce qu'il n'a jamais appris à regarder attentivement. Affine ton regard, observe sans jugement, sans hâte, sans comparaison. Arrête de regarder ce que les autres ont, ce que les autres accomplissent, ce que les autres montrent. Tu n'es pas ici pour concourir, tu es ici pour vivre avec présence, avec force, avec conscience. Et tu n'y arriveras pas si ton esprit te dit toujours qu'il manque quelque chose. Il ne manque pas grand-chose, il manque à voir, il manque à reconnaître, il manque à se connecter avec ce qui est déjà avec toi. Entraîner l'esprit, c'est aussi apprendre à regarder en profondeur, parce que dans ce regard entraîné naît le calme. Tu ne cours plus, tu ne compares plus, tu ne mendies plus quelque chose que tu as peut-être toujours eu. Tu vois clairement, tu vis avec gratitude. Et à partir de là, de cette base solide, tu peux construire n'importe quoi. 8. Réponds seulement aux guerres qui forgent ton caractère. Imagine-toi entrant sur un champ de bataille, à chaque bruit que tu entends, chaque ombre qui bouge, chaque mot qui te dérange. Tu dépenses de l'énergie, tu prépares ta défense, tu te lances dans le combat encore et encore, sans stratégie, sans but. À la fin de la journée, tu es épuisé, blessé, confus, et le pire, c'est que la plupart de ces guerres ne valaient rien. Ce n'étaient que des distractions déguisées en menaces. Tu as réagi par impulsion, par fierté, par peur, mais tu n'as pas grandi, tu n'as pas avancé, tu n'as rien construit. C'est ainsi que vit celui qui ne choisit pas ses batailles. C'est ainsi que vit celui qui confond chaque provocation avec une cause réelle. Il y a une énorme différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est tomber dans le piège. Répondre, c'est choisir. Et lorsque tu entraînes ton esprit, l'un des apprentissages les plus importants